Bien, chers amis, chers collègues, messieurs les modérateurs, très ravis. Et on a la chance que le professeur Martani, qui est un expert en EFR, donc je vais parler sous ton contrôle, ok? Tu me fais des remarques, mais gentiment. Bien, donc nous remercions les membres de la PAL qui ont activé pour l'organisation de cette journée, particulièrement mon ami Rafiq, qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite de cette journée. Donc, il ne faut pas se voiler la face. Si nous évaluons notamment les spirométries que nous faisons tous les jours dans nos cabinets, je parle des cabinets, il y a beaucoup de choses à améliorer. C'est tout simple parce que souvent, ce n'est pas le médecin qui fait, même s'il fait, il est bousculé, parce qu'il y a peut-être beaucoup de patients, et les techniciens les aident, nos secrétaires, nos aides qui travaillent avec nous, ne sont pas formés pour ça. C'est pour cette raison que souvent la coopération du patient et la réalisation du patient, de la spirométrie n'est pas parfaite. Et notre but, justement, c'est de montrer sur le plan pratique comment doit se faire la spirométrie et on terminera par les recommandations ATS-ERS de 2021. Ce n'est pas chose facile de pratiquer une spirométrie parce que même dans les centres les plus spécialisés, nous avons un pourcentage qui peut aller jusqu'à 10% de mauvaise coopération des patients et c'est des examens qui dépendent de la coopération du patient. C'est très important de connaître son matériel, la manœuvre respiratoire, comment stimuler le patient et on doit pas faire beaucoup d'essais parce que le malade est fatigué. En général, on ne dépasse pas 8 essais. Le matériel, donc nous avons plusieurs types de spiromètres. Donc, ce n'est pas la publicité que je fais, mais c'est les différents spiromètres. Bien, donc il faut impérativement un capteur de débit, il faut calibrer certains appareils, il faut les filtres antibactériens et les mesures sont plus draconiennes depuis la Covid-19. On peut avoir des turbines ou des capteurs à ultrasons. Vous avez ici la turbine, c'est clair. Vous avez la spirette à ultrasons. J'ai beaucoup travaillé avec cet appareil et celui-là ne nécessite pas une calibration, sauf de temps à autre. La seringue d'étalonnage, qui est indispensable pour calibrer votre appareil, et la seringue préconisée, c'est 3 litres. Donc ici, tous les détails dans la calibration, je ne dirai pas. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est la manœuvre. Y a-t-il des contre-indications à la pratique, à la réalisation de la spirométrie? Elles sont en général relatives, pas absolues. Mais si quelqu'un saigne, vous n'allez pas le faire souffler s'il a de l'hémoptysie. S'il a un pneumothorax récent, la manœuvre peut faire décoller le poumon. S'il a un infarctus du myocarde, ça risque d'augmenter les besoins en oxygène et d'aggraver l'infarctus. S'il a une embolie, si le patient est connu pour avoir un anévrisme en pré-rupture, toutes ces manœuvres pourraient s'avérer dangereuses. Et bien entendu, vous avez peu de chances de succès si vous êtes devant un patient qui est en inconfort. S'il a des douleurs thoraciques, s'il a une douleur de dents, une rage de dents, s'il a des troubles cognitifs et qu'il ne comprend pas ce que vous lui dites, d'accord? Tout ça sont des éléments qui peuvent faire diminuer la réussite de l'examen. Idéalement, le patient ne doit pas avoir fumé dans l'heure qui suit l'examen, ne pas avoir consommé d'alcool dans les 4 heures précédant l'examen, de n'avoir pas fait un exercice intense,
de ne pas avoir mangé un repas copieux, mais on peut manger d'une manière modérée, sans souci. Et bien entendu, les vêtements serrés sont à éviter. La position idéale, c'est la position assise, dos droit, sans flexion ni extension cervicale excessive. Et c'est comme ça qu'on peut obtenir une coopération maximale. Remarque très importante, un effort sous-maximal en spirométrie forcée peut induire une surestimation des débits expiratoires et du VMS chez l'obstructif. Par quel mécanisme? En diminuant tout simplement la compression dynamique des voies aériennes. Minimum 3 manœuvres, maximum 8. Au-delà, le patient ne fait pas. D'ailleurs, j'ai eu des remarques. On fait à un patient un test pré-bêta 2, il souffle, et en post-bêta 2, on voit que les chiffres sont diminués. Ça, c'est les patients qui sont fatigués, qui ne coopèrent plus. Donc, c'est très important de limiter le nombre de manœuvres. Le déroulé de l'examen, c'est là que nous faisons beaucoup de fautes. En 2 temps. Donc, on peut mesurer la capacité vitale lente par la spirométrie habituelle et on peut réaliser une courbe débit-volume et là, on mesure la CVF. Voici le déroulé de l'examen. On a 2 façons de faire, d'accord? Et là, c'est l'expiration, c'est le VEMS. CVF, obtenir un mode ventilatoire stable, c'est-à-dire en volume courant, et pour être en position, à la position de repos CRF, capacité résiduelle fonctionnelle, on a 2 manœuvres possibles. Soit on fait une CVL expiratoire, c'est tout simple. Donc là, on a une inspiration à fond, puis une expiration lente jusqu'au VR. OK? On peut faire d'une autre manière, CVL inspiratoire, vous expirez à fond et vous remontez jusqu'à la CPT. OK? Voilà. C'est vrai qu'avec la CVL inspiratoire, on a moins de piégeage chez le patient obstructif. La courbe début-volume, c'est celle qu'on pratique pratiquement tous les jours. D'accord? Donc, inspiration complète rapide, une pause très très courte, moins d'1 seconde, suivie d'un effort expiratoire maximal, et c'est là qu'on doit stimuler. Zit. Ça, c'est important. OK? Donc, on fait. Je fais quelquefois très mal. Non, pas du tout. Il ne faut pas baisser la tête, il faut rester, comme on a dit, le dos droit, c'est très très important. D'accord? L'expiration doit être complète, la durée doit être supérieure à 6 secondes. Les recommandations exigent plus actuellement, mais il faut savoir qu'en pratique, ce n'est pas facile déjà d'avoir les 6 secondes, encore moins chez l'enfant. Voici une courbe débit-volume en bonne et due forme. Donc le visuel compte beaucoup dans l'interprétation. Avant d'interpréter les résultats, regardez l'aspect de la courbe. On peut dénicher, on peut trouver beaucoup d'anomalies. Donc ce qui est en bas, c'est l'inspiration. Ce qui est en haut, c'est l'expiration. Et le sommet de la courbe représente le débit expiratoire de pointe. Et là, vous pouvez avoir beaucoup d'anomalies, comme une inspiration complète, comme une pause télé-inspiratoire trop importante, comme une accélération du débit insuffisante en début d'expiration. Et là, ça dépend de l'effort. Il y a quelquefois de la toux pendant l'expiration et vous allez voir ce que ça donne. Il y a des patients qui ferment leur glotte. Là, ça peut donner des choses anormales. Il y a des patients qui bouchent le capteur avec leur langue. Il y a des fuites péribuccales. Autant d'erreurs à éviter. Il y a parfois une expiration incomplète. On ne retrouve pas de plateau.
ou le sujet qui est pas capable de poursuivre l'expiration. Donc, avant d'interpréter les résultats, il faut évaluer l'acceptabilité de la courbe. J'insiste sur le visuel. Et vérifier la reproductibilité du VMS. Rappelez-vous l'effort sous-maximal. Et donc, je dis, c'est dans des labos très expérimentés, 10% des courbes, parfois, ne sont pas acceptées. Voici maintenant tout ce qu'on peut avoir comme anomalie. Regardez en mauve, c'est le mauvais départ. Regardez en vert, c'est l'effort sous-maximal. Regardez en noir, l'artefact de taux. Regardez en abricot, l'arrêt précoce de l'expiration. Tout ça, c'est des courbes non interprétables. Et malheureusement, quelquefois, nous voyons des interprétations avec ces aspects. Sachez que les résultats sont faussés. D'accord ? Regardez le mauvais départ. Qu'est-ce que ça donne? Et vous avez toutes sortes, par exemple sur cette courbe, l'effort qui est insuffisant, surtout en début d'expiration. Cette courbe est presque satisfaisante, mais on voit bien que le sommet, là, on motive le patient à recommencer. Donc l'acceptabilité, nous insistons sur le plateau de fin d'expiration et la durée de 6 secondes. Actuellement, la majorité des appareils ont cette marque. On peut voir ça. Regardez ici. Regardez. Le plateau, il est comment? Et regardez quand le plateau n'est pas atteint. D'accord? Donc c'est très important de voir ce plateau. Il faut faire minimum, on a dit, 3 manœuvres techniquement satisfaisantes. Pour le VMS et la CVF, l'écart ne doit pas dépasser 150 millilitres. Sinon, poursuivre jusqu'à obtention maximum 8 tests. D'accord? Et puis l'appareil en général sauvegarde les meilleurs tests. Voyez tout le cheminement, tout le temps pour arriver à l'interprétation. L'interprétation doit répondre à des critères très, très, très sélectifs dans la spirométrie. Donc, à partir des 3 meilleures courbes reproductibles, l'appareil va sélectionner et un changement majeur depuis 2012, GLID 2012 a unifié l'interprétation de l'EFR. Avant, on était chez les enfants, par exemple, chez Zapletal, et actuellement, on est sur GLI 2012, et avec ça, on a gagné énormément de choses. Je voulais juste vous parler de l'envergure. Chez les petits de taille, quelquefois, on prend l'envergure au lieu de la taille. Et bien entendu, est née la limite inférieure de la normale, d'accord, et le Z-score. Donc, comment on peut exprimer les résultats? De 3 façons. En valeur absolue, vous allez voir que c'est de plus en plus abandonné, c'est-à-dire le pourcentage de la valeur normale. Et enfin, c'est le Z-score qui semble être la mesure la plus reproductible dans l'interprétation de l'EFR. Maintenant, c'est quoi le Z-score? C'est une manière d'interpréter avec des limites moins 1,64 plus 1,64. Ne me demandez pas pourquoi. Professeur Martani saura l'expliquer mieux que moi. Trouble ventilatoire obstructif. Comment on définit un trouble ventilatoire obstructif? Donc le débat était déjà bien clair entre la limite inférieure de la normale et le Z-score et le fameux 0,7. Donc effectivement, les fonctionnalistes, la TSERS se penche plus vers la limite inférieure et plus encore sur le Z-score. Je vais revenir sur ça. Mais pour la BPCO, on maintient toujours inférieur à 0,7 avec test au bronchodilatateur négatif. Trouble ventilatoire restrictif, dans cette salle, rare
sont nos confrères, notamment je parle des libéraux, qui ont des plétismographes. Il y a peut-être 2 dans cette salle. Notre ami de Tlarma, d'accord, qui a la chance d'avoir le VR, la CPT, le CRF, d'accord, et le docteur Benamara aussi, du côté d'Alger, qui dispose d'un plétismographe. Et toi? Excellent. Je viens de l'apprendre. On discute de tout avec toi, sauf de la médecine. Bien. Donc, sachez que la seule diminution de la CV, malgré un indice de Tifno normal ou augmenté, ne suffit pas à poser le diagnostic de restriction. C'est pour cette raison, ne soyez pas affirmatif dans vos comptes rendus. Vous dites aspect pouvant évoquer un syndrome ou un trouble ventilatoire restrictif sous réserve de pratiquer une CPT. D'accord? C'est très très important. Et puis le contexte clinique est clair. Quand vous êtes en face d'une kyphoscoliose importante, quand vous êtes en face d'une myopathie, quand vous êtes en face d'une PID, c'est plus en faveur, bien sûr, d'une restriction. Je parle toujours du visu, c'est très important. Déjà à travers le visuel, on arrive à diagnostiquer un syndrome obstructif et même à voir sa sévérité. Réversibilité, ce qu'on fait jusqu'à maintenant, c'est augmentation du VMS et ou de la CVF de 200 ml et de 12%. OK? Mais vous allez voir que ça a changé. Le trouble ventilatoire obstructif peut être totalement réversible. Le visuel toujours intervient. Vous voyez cette concavité extérieure qui devient rectiligne, d'accord? Et il peut, là, quand c'est réversible, c'est probablement pas une BPCO, c'est sûrement de l'asthme, d'accord? Maintenant, quand le TVO est partiellement réversible, ça peut être et de l'asthme et de la BPCO. On a des asthmes sévères qui ne répondent pas aux bronchodilatateurs. Et quand c'est franchement non réversible, avec un contexte clinique, ça vous évoque plus la BPCO. Encore une fois, le visuel, s'il vous plaît. Il ne faut pas sortir de cette salle sans accorder beaucoup d'importance à la qualité de la courbe et au visuel. Et bien entendu, il y a beaucoup de limites dans l'interprétation de la réversibilité et c'est pour ça qu'il y a eu des nouvelles recommandations. Je voulais juste vous montrer ces aspects caractéristiques. Quand vous voyez cet aspect chez le jeune d'OCNI, c'est un aspect normal. Et peut-être vous avez eu ça et vous allez vous dire il a mal soufflé. Ça, c'est un aspect normal. OK? Chez le sujet âgé ou l'obèse, nous avons une petite concavité qui est en somme physiologique. D'accord? Ça, c'est dû. Maintenant, vous avez l'aspect en dents de scie qui peut vous évoquer un syndrome d'apnée du sommeil, une maladie de Parkinson et une sclérose latérale amyotrophique. C'est vous dire l'importance de bien interpréter, de bien voir la courbe. Le compte-rendu doit comporter tout ça. C'est très important, le nom, le prénom, la date de naissance, la taille, le poids, toutes les indications sont BMI et vous assumez quand vous signez. Entre parenthèses, quand on vous demande un avis de bilan préopératoire, ne répondez jamais opérable ou non opérable. Il faut interpréter l'EFR, donner l'état clinique du patient, c'est à l'anesthésiste de prendre la décision. Sinon, votre responsabilité est engagée et s'il y a des problèmes à l'anesthésie, vous serez convoqué éventuellement. Donc, nous ne sommes pas là pour dire... Nous avons une idée, bien entendu. Et cette histoire de VMS et tout ça, on est revenu dessus. Donc, c'est pour vous montrer encore cette concavité en fin d'expiration banale avec l'âge. Ça, c'est pour vous montrer cette cassure très évocatrice d'une obstruction sévère, notamment de l'emphysème. Mais je ne dis jamais emphysème,
bien entendu. Alors, je voulais juste vous montrer ça. Vous avez sûrement vu ces aspects. On revient encore au visuel. Et là, quand vous avez un plateau expiratoire et un plateau inspiratoire, ça vous évoque une obstruction fixe des voies aériennes supérieures. Si vous avez le plateau inspiratoire, ça vous évoque plus une obstruction variable extrathoracique. Et si vous avez un plateau expiratoire, ça vous évoque une obstruction variable intrathoracique. C'est vous dire l'importance de la coopération et de l'interprétation déjà de la courbe. Donc l'existant, c'est ce qu'on vient de voir. Ce qui est nouveau, c'est le consensus ATS et ERS. Et je remercie le professeur Martani qui m'a refilé ces diapos. Donc je les passe avec sa comment dirais-je, son accord, sa bénédiction. D'accord? Donc nous faisons partie de l'ethnie européenne, ok? Puisqu'il y a 4 ethnies, ça c'est GLI, d'accord? Donc si vous réglez l'appareil, c'est l'ethnie européenne. Qu'est-ce qui a changé dans les recommandations ATS ERS 2005-2021? Vous voyez que depuis le temps, l'ATS ERS n'utilise pas l'indice de Tifno VMS-CVF inférieur à 0,7. Il a toujours préconisé non recommandé, d'accord? Et les 80%, ce n'est pas du tout recommandé, d'accord? Donc il y a la limite inférieure de la normale et il y a le Z-score. Le test de réponse au bronchodilatateur, je vais vous avouer que je laisserai le professeur Martani nous expliquer, mais là, la réversibilité maintenant, c'est VMS ou CVF prédite, post moins la pré sur la prédite qui doit être supérieure à 10%. Ça, c'est les nouvelles recommandations. Est-ce qu'il y a un changement? Donc, bien entendu, ce n'est plus 12% et 200 millilitres, c'est le 10%. Les 4 doses, ça change. On a le choix, on peut choisir comment administrer nos bêta-2 mimétiques. Donc, déficit ventilatoire obstructif selon ATS ERS en 2021, c'est Z-score VMS-CVF sur CVF ou CV inférieur à 1,64. OK? Vous allez me dire, moins 1,64. Vous allez me dire, comment alors on va mesurer la gravité de l'obstruction? Les experts ont pensé à ça. Ça, c'était avec le pourcentage. Et ça, c'est avec le Z-score. D'accord? Léger, moins 1,65 jusqu'à moins 2,5. Modéré, moins 2,5, moins 4. Et enfin, quand c'est supérieur à moins 4, c'est un syndrome obstructif sévère. Définition du déficit ventilatoire restrictif. Vous pouvez dire que le DVR est probable quand vous avez VMS sur CV normal ou augmenté, d'accord? Mais la capacité vitale diminuée, vous pouvez dire à condition de compléter par une plétismo. Et la vraie définition du déficit ventilatoire restrictif, c'est CPT inférieur à moins 1,64 Z-score. C'est plus facile. Parce qu'il faut juste actualiser vos... Oh. C'est fini? Bien, je vais continuer. Qu'en est-il du trouble, du déficit, du trouble ventilatoire des voies aériennes? Attention, ne pas se précipiter. On n'a pas beaucoup de spécificité, on a beaucoup de variations intra-individuelles. Donc ceux qui utilisent le test au bêta-2 pour les débits périphériques, il faut faire très attention. On ne peut parler d'obstruction des petites voies aériennes que si vous avez
un indice de Tifno normal, une CVF normale et une baisse du 2MM 25-75.